mama, mbele mama, yeah. Mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, yeah. Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 2 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité, à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. On se donne la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Parce que Mama le podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us et coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama le podcast, c'est un temps qui nous est offert, où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le podcast pour laisser la parole à Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors Émilie, c'est toi qui m'as contactée suite à l'écoute de l'épisode avec Océane. Tu m'as envoyé un message toujours sur Instagram et voilà, c'est comme ça qu'on a pris contact et qu'on s'est appelé, un call très riche puisque tu m'as décrit un petit peu ton aventure très particulière sur ta maternité et surtout ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire le métier de sophrologue spécialisé notamment dans les parcours d'infertilité et de PMA. Donc c'est l'objet de cet épisode. Tu vas nous en dire davantage et beaucoup plus précisément. Donc sans plus tarder, je vais te laisser te présenter. Eh bien, je suis donc Émilie, j'ai 37 ans depuis peu. Comme tu l'as si bien dit, je suis sophrologue et même spécialisée en périnatalité. J'habite à Lyon, enfin plus précisément à Villeurbanne, mais c'est pareil. Et j'ai déjà un frère et une sœur, dont un frère qui est mon petit frère adoptif, mais on en parlera peut-être plus tard. Ouais. Et un conjoint qui s'appelle Ravière, qui est péruvien, et une petite fille de bientôt 3 ans qui s'appelle Nina. D'accord, ok. Donc déjà, effectivement, ça me tend la perche pour le sujet dont je voulais juste aborder très rapidement sur l'interculturalité, puisqu'effectivement, s'il est péruvien, donc c'est une double culture au sein de votre foyer, c'est ça ? Exactement. Il est né au Pérou, il est arrivé en France pour ses études, on s'est rencontrés un petit peu par hasard. Et je pense que moi, de toute façon, j'ai toujours été depuis toute petite intéressée, attirée par les voyages, par les autres cultures. Toute petite, je voulais faire vétérinaire en Afrique et je pense que c'était surtout pour l'Afrique plus que pour les animaux. Et l'arrivée de mon petit frère, donc quand moi j'avais 10 ans, qui est venu d'Haïti, lui il avait 7 ans, je pense que ça m'a dès toute petite en fait habituée à vivre avec une autre culture, avec quelqu'un de différent. Plus tard, j'ai décidé d'aller travailler dans l'humanitaire. Donc pareil, j'ai vécu à l'étranger, dans plein de pays différents. Donc vivre avec des personnes différentes de moi, en fait, ça fait partie de moi. Jusqu'au jour où voilà, j'ai rencontré Ravière et donc aujourd'hui, on vit ensemble avec cette culture péruvienne. Que moi je trouve incroyable forcément. J'ai eu la chance de pouvoir aller au Pérou et on essaye à la maison d'amener ça à notre fille, la partie française, la partie péruvienne, lui parle en espagnol et voilà. C'est génial, c'est vrai, au quotidien ça fait une richesse supplémentaire effectivement. Et puis alors pour le coup, donc ton frère adoptif, tu en parlais, donc il est arrivé à l'âge de, tu as dit à quel âge ? Lui il avait 7 ans et moi 10. D'accord. Et alors justement sur ce sujet-là, peut-être juste en quelques mots, parce que c'est vrai, c'était pas quelque chose dont on avait abordé, mais quel est l'impact que ça a eu sur toi et ta famille, cette adoption, notamment toi en tant que sœur ? Pour moi, je dirais que ça a été facile. J'étais très contente d'avoir... j'ai une grande sœur, mais qui a 10 ans de plus que moi. J'étais très contente d'avoir un petit frère. Il est arrivé, j'ai jamais fait de différence avec ma sœur. Enfin voilà, ça a été très fluide de mon côté à moi. Par contre, je sais que pour mes parents, et puis surtout pour lui, ça a été plus compliqué. On n'a pas la même forcément... Enfin, moi, j'avais que le bon côté, entre guillemets, que mes parents avaient l'éducation, etc. Et je pense qu'en plus, pour un peu plus connaître le sujet aujourd'hui, ils étaient très peu accompagnés dans cette parentalité qui est quand même différente. Pour avoir des amis aujourd'hui qui ont adopté des enfants, etc., il y a beaucoup plus de choses qui existent, la parole qui se libère aussi, etc. Donc
pour moi, ça a été. Je voulais Ouais. même adopter en étant plus grande, parce qu'aujourd'hui, Ouais. voilà, je ne ferais pas quand je vois à quel point c'est compliqué. C'est sûr, les parcours sont très compliqués. Ouais, pour C'est l'adoption, ça. ça devient vraiment très, très complexe. Ok, bah super déjà, une belle entrée en matière très riche en tout cas. Alors s'agissant de ta maternité plus particulièrement, ça va être l'objet de cet épisode notamment, tu as eu un parcours particulièrement difficile et long avant d'avoir ta petite fille. Alors qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce parcours que tu as eu? Alors, déjà, en tout, entre le moment où on a souhaité faire un enfant et le moment où je suis tombée enceinte, la durée était en gros 2 ans et demi. Quand on est dedans, ça paraît hyper long. Et en vrai, la moyenne, aujourd'hui, quand il y a des couples infertiles, c'est plutôt 4 ans. Et pour avoir, voilà, plein de couples autour de moi par mon travail, je sais qu'en fait, on a eu de la chance, que 2 ans et demi, c'est court, mais voilà, quand on est dedans, ça paraît extrêmement C'est long, sûr, oui. voire interminable. Comme pour beaucoup de couples, bah, au début, on a essayé naturellement. Le temps a passé. Moi, je pense que je m'étais jamais dit que ça prendrait du temps parce qu'autour de moi, mais pour mes copines, ça avait été très rapide. Donc aujourd'hui, je me dis, mais quelle naïveté. Mais bon, voilà, c'était comme ça. Et au bout de quelques mois, moi, ça a commencé déjà à paraître long. Parce que je suis un peu du genre, quand j'ai envie de quelque chose, j'y vais, il faut que ça Ben oui. marche, entre guillemets. Et puis, bah, comme je le dis à mes clientes, quand on a envie très très fort de quelque chose et que ça marche pas, bah, c'est toujours de toute façon trop long. Au bout d'un an, mon gynécologue nous a fait faire des tests. C'est en général comme ça que ça se passe quand voilà, les personnes ne sont pas trop âgées, etc. Et en fait, les tests n'ont rien révélé de particulier. Donc c'est ce qu'on appelle plutôt une infertilité inexpliquée, on ne comprend pas. Et mon gynécologue n'étant pas du tout spécialisé en infertilité, nous a recommandé d'aller dans un centre. On a d'abord été dans un centre public parce que c'était un petit peu la reco de ce gynécologue. Premier rendez-vous un peu compliqué, ça a été très rapide, pas trop d'explications. Je comprendrai après que c'est souvent comme ça. Ouais. Et on a d'abord fait en fait 6 mois d'un traitement médicamenteux pour être sûr qu'il y avait ovulation, etc. Mais sans aucun suivi, il fallait juste continuer à avoir des rapports. Il s'est absolument rien passé. Mais c'est déjà un premier pas un peu dans des rapports programmés, on suit tout ça. Donc on commence quand même de rentrer dans quelque chose de beaucoup moins naturel, de beaucoup plus suivi, qui peut être compliqué. Puis 6 mois, rien ne se passe. On a décidé à ce moment-là de changer de centre. Parce qu'on nous avait recommandé quelqu'un qui était super, que le premier feeling avec le centre était pas top. Donc on s'est dit, allez, on change. On a dû refaire du coup tous les tests. Là, je pense que ça faisait déjà bien plus d'1 an et demi qu'on essayait, donc c'était déjà un peu long. On a dû refaire tous les tests, rien de spécial, et la gynécologue nous a proposé de commencer par des inséminations artificielles avec sperme du conjoint, donc IAC dans notre jargon. Parce que comme il n'y avait pas de problème particulier, aller directement en FIV, fécondation in vitro, bah, ça valait pas forcément la peine, c'est plus lourd comme traitement, etc. Donc on a commencé comme ça. On en a fait 2 un peu dans la foulée, sachant que ça peut arriver que ça marche du premier coup, mais souvent le premier coup, le gynécologue il teste un peu aussi comment le corps de la femme répond, ce qui se passe, etc. Les 2 n'ont pas marché. Là, ça faisait 2 ans qu'on essayait, et moi j'étais épuisée. Je pense que j'étais épuisée émotionnellement, j'étais épuisée aussi physiquement, parce que les traitements, même si c'est des inséminations et que c'est moins lourd que pour des FIV, c'est quand même pas rien pour le corps. Bien sûr. Donc là, j'ai décidé, c'est vraiment moi qui l'ai demandé, et mon conjoint a bien sûr suivi, je voulais faire une pause, je ne voulais plus entendre parler de PMA. Parce qu'on est aussi un peu dans des moments où après tout tourne autour de ça, l'emploi du temps tourne autour de ça, il faut se piquer à heure fixe, il y a tous ces examens, etc. Et moi, juste là, c'était un peu l'été, j'avais besoin de mettre tout ça derrière moi. Donc on a fait plusieurs mois de pause. Et qui sincèrement ont été salutaires. On est parti en plus en vacances. Moi, j'ai décidé de justement reprendre une formation pour me reconvertir en tant que sophrologue. Ouais. Et c'est assez drôle parce que j'ai fait mon premier week-end de rentrée. Et là, je me suis dit, je suis prête à recommencer. Ouais. Comme ça, enfin, je sais qu'il y a eu je sais pourquoi, je sais qu'il y a eu un travail d'acceptation, il s'est passé des choses. Et là, je me suis dit, allez, j'appelle, et là, on a recommencé, on a fait cette 3e insémination, très différente des 2 autres.
Les 2 autres, je disais dans ma tête, j'ai subi des inséminations. Vraiment, le mot subi venait tout seul. Ouais, c'est fort. Et pour celle-ci, non, j'ai décidé vraiment d'y aller. Et bah, ça a été la bonne. Est-ce que pendant le parcours, tu as été suivie ou pas du tout en parallèle? On m'a rien proposé. Mais moi, j'ai décidé d'aller me faire suivre parce que c'était difficile. Pour toi et pour ton conjoint, parce que je pense qu'il y a un impact évident sur le couple. Oui, sur le couple, ce que moi j'ai vécu et ce que je vois, c'est que déjà, bon, évidemment, ça dépend des couples, mais on vit pas forcément les choses de la même manière au même moment. Il y a des gens, par exemple, moi j'étais beaucoup plus impatiente que lui était beaucoup plus à dire oui, ça va prendre du temps. Donc déjà, il y avait ce premier décalage. Ensuite, moi, je vivais des choses dans mon corps. C'est celle qui veut porter l'enfant qui tous les mois a ses règles, du coup voit que ça n'a pas marché. L'homme, voilà, ou l'autre femme n'a pas ça dans son corps, donc quand Bien même sûr. ça change les choses. Oui. On vit pas forcément les mêmes émotions. Comme je le disais, il y a toute cette question parfois de rapport programmé. On fait plus forcément l'amour pour du plaisir, mais pour faire un enfant, des fois il faut le faire alors qu'on n'en a pas envie, des fois il faut pas le faire parce qu'avant des interventions, etc., alors qu'on en a envie. Et vraiment tout ça, ça peut avoir un impact. Nous, ce qui nous a rapprochés, vraiment au début on était en décalage, donc moi je me suis sentie très seule. Et ce qui nous a rapprochés, c'est que j'ai été malade à cause d'un voyage que j'avais fait en Afrique, donc un truc qui avait rien à voir, Ouais. mais les symptômes ressemblaient à une grossesse. J'étais hyper fatiguée, j'avais des vomissements, etc. Ouais. Donc lui a cru que j'étais enceinte. D'accord. En fait, pas du tout. Ouais. Et du coup, lui a été hyper déçu. Ouais. Et là, il m'a un peu rattrapé et rejoint, en fait. Et à partir de là, on était au même niveau. Je vois. Tu te parlais justement que c'était une infertilité inexpliquée. Oui. Est-ce que ça veut dire que le parcours justement que tu as entrepris pouvait ne pas être pris dès lors que c'était une infertilité inexpliquée et laisser en quelque sorte, entre guillemets, faire la nature? Alors, déjà, il y a un choix qui est personnel. Moi, c'est vrai que je me suis pas posé la question d'aller en PMA ou pas. Je voulais tellement un bébé que c'était une évidence. Mais je pense que c'est bien déjà de se poser la question, est-ce qu'on a envie de passer par là ou pas? Après, aujourd'hui, on va pas, les centres vont pas, sauf s'il y a un problème médical, vous faire rentrer directement en PMA au bout de quelques mois. Justement, ils demandent d'attendre 1 an environ. Ensuite, au bout d'1 an, de faire des tests. Même si des tests ne montrent pas grand-chose, normalement, s'il n'y a pas de souci, ils acceptent de faire rentrer les personnes en PMA. Pourquoi aussi? Parce que c'est aussi qu'aujourd'hui, l'infertilité, c'est devenu un vrai sujet de société. Oui. Il y a une personne sur 6 dans le monde qui est touchée, un couple sur 4 ou sur 6, ça dépend des chiffres en France. Il y a quand même 10 à 20%, j'ai pas trouvé les chiffres exacts de couples qui sont comme ça dans cette infertilité inexpliquée. Ouais. Et on sait qu'il y a des choses qui jouent, type l'âge, puisqu'on a des enfants de plus en plus tard, et plus on fait des enfants tard, plus ça peut être un problème, et pas que du côté de la femme, parce qu'on parle souvent de la femme, mais chez l'homme aussi, ça joue énormément sur les qualités des spermatozoïdes, etc. Et tout ce qui est perturbateur endocrinien, on sait aujourd'hui, on a un peu plus de recul que ça joue. Donc en fait, les centres, quand ça fait un peu plus d'1 an, etc., que ça marche pas, normalement, sauf contre-indication, ils prennent. Donc on savait qu'on serait pris. Après, on est pris, on rentre dans un autre monde qu'on connaît pas. Totalement. Avec des gynécologues qui ont très peu de temps parce qu'ils ont énormément de patients. C'est ça. Et du coup, c'est tout un monde à découvrir qu'on nous explique pas et qu'il faut un petit peu soi-même aller découvrir, comprendre les termes, comprendre comment ça marche, etc. Oui, parce que tu l'as dit, il n'y a pas d'accompagnement, j'ai envie de dire, parallèle, alors que c'est une aventure que vous êtes en train de traverser qui est extrême en matière d'émotion, pour chacun de vous et aussi ensemble dans le couple. Aujourd'hui, tu es sophrologue. Alors peut-être déjà nous dire un petit peu qu'est-ce que le métier de sophrologue et comment tu accompagnes justement toutes ces femmes et tous ces couples qui traversent aussi cette même expérience que tu as eue. Oui, du coup, moi, je suis accompagnante en périnatalité avec mon outil principal qui est la sophrologie. Oui. La sophrologie, en fait, c'est ce qu'on appelle une méthode psychocorporelle parce qu'on ne travaille pas seulement dans la tête, on essaye de relier la tête et le corps. Parce que souvent, on est beaucoup dans nos sociétés, dans la tête, dans les pensées, etc. Voilà.
Donc réunir les deux, et pour moi ça c'était important. C'est hyper accessible à tout le monde, et en fait on fait des exercices qui allient la respiration, la visualisation et des exercices corporels assez simples qui permettent de revenir au corps. Et en fait ça nous aide déjà un peu à ralentir, à se poser, à revenir voilà, dans ce corps, et à prendre conscience de plein de choses dont on n'avait pas toujours conscience, donc des choses qui émergent, qui nous font cheminer, ça reconnecte du coup voilà ce corps et cet esprit, les sensations qui en fait nous disent aussi énormément de choses sur nous, nos émotions, notre stress, etc. Et donc ça aide principalement à ça. Et en fait, une séance, il y a un temps de parole où la personne voilà, me dit qui elle est, parce que 2 personnes qui viennent me voir pour de l'infertilité, c'est 2 personnes différentes, elles n'ont pas le même vécu, les mêmes besoins. On fait de la pratique, on débriefe de la pratique en gros. Tu disais justement sur ton compte Instagram, j'ai vu une des publications qui est extrêmement riche. Enfin, d'ailleurs, toutes les publications que tu fais sont vraiment très intéressantes. Et il y en a une où tu disais, je cite, « Le parcours PMA, c'est souvent un enchaînement de mini-deuils à faire ». Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement, tu viens de nous dire là ce qu'est la sophrologie, mais plus particulièrement, comment tu aides les parents à apaiser les émotions quand ils traversent un parcours tel que celui-ci, que la PMA par exemple? Oui. Alors déjà, il y a vraiment une grosse partie qui est hyper importante pour moi, c'est l'écoute active et sans jugement. Une cliente qui arrive, je dis cliente parce que j'ai 99% de femmes, une cliente qui arrive, je lui dis tout de suite qu'elle est chez elle, qu'elle peut absolument tout dire sans tabou. Oui. Parce qu'en fait, autour de la fertilité, de la PMA, il y a plein d'autres sujets qui gravitent. Donc, on en a parlé, la sexualité dans le couple, ça peut être aussi les arrêts de grossesse, pourquoi pas l'avortement. Enfin voilà, il y a des tonnes de sujets qui gravitent, et qu'en fait, elle peut absolument tout dire. Et déjà, parfois, c'est énorme pour elles, parce que ce sujet, elles en parlent très peu à leur entourage. Déjà parce que c'est un sujet hyper intime, de faire un enfant, on n'a pas forcément envie d'en parler à tout le monde. Il y a une sorte de honte aussi parfois quand ça marche pas. Pourquoi moi ça marche pas alors que les autres oui? Il y a plein d'émotions qui sont là, on va en parler juste après, qui des fois sont pas hyper faciles à dire. Et aussi parfois parce que malheureusement l'entourage peut avoir des propos blessants. On a tout entendu cette phrase, c'est dans ta tête, il faut arrêter de stresser, ça marchera, toutes ces phrases que moi je déteste, voilà, qui sont dures. Et parfois, et moi c'est ça qui m'est arrivé aussi, c'est qu'on commence à en parler, on a toutes ces remarques. Donc là, elles peuvent tout dire, elles vont pas normalement, enfin c'est même sûr, parce que pour l'avoir vécu, je fais hyper attention à ce que je dis et comment je le dis. Donc déjà, juste pouvoir parler. Ensuite, elles vont apprendre et vivre comment accueillir leurs émotions. Comme tu l'as si bien dit, moi je parle des montagnes russes émotionnelles avec la PMA. Toutes ces émotions qui sont désagréables et qui viennent. Alors il y a la tristesse, il y a la colère, il y a la peur que ça marche pas, des interventions, etc. Il y a aussi souvent de la jalousie envers les autres couples pour qui ça marche. Parfois j'ai des clientes qui me disent, mais j'ai ma meilleure amie ou ma sœur, ou voilà, quelqu'un de très proche qui est enceinte, et je suis jalouse, et c'est horrible de vivre ça, enfin tout ce genre d'émotions. Il peut y avoir la honte, comme je te disais, la culpabilité aussi. Même si souvent il n'y a pas de raison médicale, elles sont se sentent hyper coupables que ça marche pas. Voilà. Donc tout ça, c'est déjà accueillir, parce qu'en fait, c'est le principe de la sophro, c'est des émotions, elles sont désagréables, mais elles veulent dire quelque chose, et on les accueille, parce qu'en fait, si on les accueille pas, si on les laisse pas sortir, elles vont revenir d'une autre manière ou d'une autre. Et voilà, le but, c'est de vivre avec pour pouvoir après s'en défaire. Il y a aussi une grosse partie potentiellement de reconnexion à leur corps. Un corps donc avec qui parfois c'est compliqué. Alors moi, je l'ai vécu, je pense que je lui en voulais d'une certaine façon, qui peut être aussi malmené par les traitements, les interventions. C'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais toutes les interventions avec le personnel médical, parfois, elles sont malmenées, il y a des violences, etc. Donc voilà, revivre tout ça. Et puis après, en fait, le champ d'application, il est énorme, parce qu'il y a l'attente. Il y a une grosse partie aussi sur l'attente. Quand on est en PMA, on attend tout le temps. On attend des nouveaux examens, on attend de nous dire si on peut y aller, pas y aller. Une fois que peut-être l'insémination ou la FIV s'est passée, il y a ces 15 jours d'attente interminables avant de pouvoir faire une prise de sang et savoir si oui ou non
ça a pris. Puis en fait, on fait la prise de sang, mais souvent, il faut être sûr que le taux augmente. Donc en fait, on refait des prises de... Enfin bref, on attend, on est tout le temps en train d'attendre. Est-ce que bah, toi, ou comme les femmes que tu suis, est-ce que vous vous sentez dépossédée un petit peu pas de vos choix, parce que c'est le choix que vous avez fait, mais peut-être de votre corps et tout ça, puisque tout est programmé en quelque sorte? C'est hyper pertinent ce que tu dis, mais oui, il y a de ça. Surtout, et c'est aussi pour moi quelque chose de très important pour moi dans ce domaine-là et en général, c'est qu'elle soit à nouveau actrice. Parce que souvent, voilà, le personnel médical explique très peu pourquoi les choix, etc. Aussi par manque de temps, aussi parce que bah, pour eux, c'est du jargon, ça va très vite et c'est normal. Et certaines femmes, des fois, soit comprennent pas, soit sont obligées, elles font des heures de recherche sur Internet, sur les forums, etc. Et en effet, elles sont beaucoup infantilisées. Parfois, elles étaient en insémination, on leur dit on va passer en FIV et on leur a à peine expliqué ce que c'est une FIV, c'est quoi la différence, comment ça va se passer. Encore aujourd'hui, parce que pour le coup, je ne sais pas, mais encore aujourd'hui, on est vraiment sur un processus purement médicalisé avec aucune prise en compte englobante de ses émotions quand on va dans un parcours PMA. Alors, il y a des psychologues dans les centres, mais les gynécologues n'en parlent pas toujours. Il y a des femmes qui n'ont pas forcément l'information, qui ne le savent pas. Et du coup, on peut tomber peut-être sur des gynécologues qui demandent comment ça va, mais c'est très rare. Et souvent, sincèrement, certains rendez-vous durent 10-15 minutes. On va droit au but. Et on demande comment ça va, mais surtout du côté du corps et du côté médical. Et c'est pas le lieu pour s'épancher et pour vraiment parler de ce qu'il y a en profondeur à l'intérieur. Combien de temps, en général, les femmes qui viennent te voir mettent, entre guillemets, pour se guérir, en quelque sorte? Même si je pense que le chemin est différent suivant chacune, mais c'est long, je pense, non? Ouais, je saurais pas te dire. Déjà, elles viennent pas toutes pour la même chose. Certaines, c'est pour, par exemple, je te donne des exemples, gérer l'attente. C'est vraiment les 15 jours d'attente qui est très difficile. D'autres, ça va être voilà, vraiment tout le côté émotionnel, ça dépend. Souvent, c'est quand même des accompagnements un peu plus longs Oui. que, par exemple, tu vois, je fais des accompagnements pour des femmes enceintes qui veulent préparer un accouchement, ou etc. Et puis parfois aussi parce qu'en fait, elles font la PMA et puis trop bien, elles finissent par tomber enceintes. Et très souvent, quand on a un parcours comme ça compliqué, le premier trimestre de la grossesse, il est hyper stressant. Donc en fait, elles continuent l'accompagnement. Donc en fait, il y en a parfois, ça peut être pendant 1 an que je les suis, voire plus, parce qu'en fait, il s'est passé tout ça. Et puis en fait, on peut accompagner plein de choses, parce qu'au bout d'un moment, l'accompagnement, si ça marche pas, on peut évoluer vers si vous aviez pas d'enfant, comment ça se passerait, ou il peut y avoir des séparations. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Je te parle de la grossesse, donc ça c'est quand il y a une fin heureuse, mais il peut y avoir aussi des arrêts de grossesse, parce qu'en plus on sait très très tôt quand on est enceinte avec la PMA, au bout de 15 jours, quoi, avec cette prise de sang. Donc parfois ça tient pas, des arrêts de grossesse, des interruptions médicales de grossesse aussi, parce qu'il y a une malformation ou quelque chose. Et j'ai même eu, et je sais que ça arrive avec mes collègues, des femmes qui vont faire un avortement alors même qu'elles ont eu un enfant grâce à la PMA, parce que par exemple grossesse multiple, donc des triplés alors que c'est une femme seule, et que du coup elle se dit je pourrais absolument pas gérer ça, ou finalement le parcours a tellement abîmé le couple qu'ils se disent bah ouais là je suis tombée enceinte, mais en fait on peut pas accueillir un enfant dans ces conditions. Donc en fait il y a vraiment tous les cas de figure. Et puis parfois elles viennent pas si longtemps que ça, on fait quelques séances et puis il y a des petites choses qui se remettent en place, parce que on travaille aussi un peu ensemble des fois. Est-ce qu'il n'y a pas des petits nœuds, des petites choses aussi qui bloquent? Alors l'infertilité, elle est multifactorielle. Donc moi, jamais je me permets de dire c'est à cause de ça ou c'est à cause de ça, surtout si les médecins ne le savent pas, personne ne le sait. Donc il faut être très humble en PMA. Mais parfois, on se dit qu'on peut quand même aller un peu creuser des choses et ça peut peut-être cheminer. Et là, tu vois, récemment, j'ai une cliente, on a fait une pratique et elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose dans sa famille qui faisait que peut-être elle s'empêchait un peu de tomber enceinte par rapport à son histoire de famille. Comme un blocage, ouais. Voilà, elle est tombée enceinte après. En vrai, on n'en a aucune idée si c'est ça ou pas. Mais elle m'a dit, je pense que ça a aidé. Ouais. En tout cas, ça l'a libérée de ça, Voilà. ça c'est sûr. Ouais. Moi, je sais que dans mon vécu,
je pense que vraiment, quand je te dis que j'ai subi ces inséminations, c'est qu'en fait, j'y allais parce que c'est mon côté fonceur. Quand je veux quelque chose, j'avance. Mais en fait, j'avais pas fait le deuil de faire un enfant naturellement. J'étais pas en fait complètement décidée à y aller. Et vraiment, la fois où ça a marché, et peut-être ça n'a rien à voir, mais la fois où ça marchait, c'est vraiment parce que j'y suis allée en conscience. Cette Ouais. fois, je décide d'y aller, quoi. Et j'avais une question notamment sur l'impact en quelque sorte que peut avoir ce type de parcours lorsqu'on est maman, quand on a un Mhm. enfant. Je sais pas, je pense comme ça à l'hypervigilance, à tout ça. Est-ce que ça crée un lien différent, j'ai envie de dire, que par exemple une grossesse qui serait arrivée naturellement en peu de temps. Est-ce qu'il y a une différence quand on accueille un bébé? Alors, bon, c'est comme pour tout, il y a tout type d'histoire de mère et de lien parent-enfant. Mais moi, ce que j'ai vécu et ce que je vois aussi, c'est que bon, déjà, très souvent, l'enfant, il est idéalisé. Parce qu'on l'a attendu tellement longtemps. On sait quand même si des fois on évite de se projeter, on l'a quand même rêvé, etc. Donc, parfois, quand on idéalise très, très, très fortement quelque chose et qu'ensuite cette chose arrive, bah, c'est pas de la déception, mais c'est différent. Donc, forcément, il y a une sorte d'ajustement à avoir. Donc il y a déjà ça qui est important. Je me demande aussi si au début on est vraiment sur le fait de tomber enceinte et donc on prépare et ensuite de garder ce bébé, d'arriver à l'accouchement et en fait on réfléchit pas trop à l'après, au postpartum, à tout ce que ça peut faire vivre aussi. J'en parlais avec une collègue spécialisée aussi dans le domaine. Elle disait qu'elle pensait, mais on n'a pas de chiffres, qu'il y avait potentiellement des risques de dépression postpartum ou de choses comme ça plus importants quand les parcours avaient été en PMA et compliqués, justement pour ces histoires d'idéalisation, de aussi j'ai tellement attendu pour être mère que je veux être la mère parfaite, ou moi j'ai aussi beaucoup eu ça, je sais que j'ai de la chance d'y être arrivée, parce qu'en plus moi en parallèle j'avais des amis qui étaient en train d'abandonner, de se tourner vers l'adoption parce que ça n'avait pas marché, donc je me disais je dois pas me plaindre. Voilà, j'ai de la chance, ce bébé il est là, donc en fait non, ça peut pas être dur. Et en fait, si, c'est pas parce que on a tellement, tellement, tellement attendu ce bébé que le postpartum est forcément royal, easy, etc. C'est comme pour toutes les femmes, il peut être très, très chouette. Il peut être aussi plus difficile en fonction de qui on est, son histoire de vie, son couple, Bien son sûr. bébé, etc., etc. Pour le coup, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai oublié de te poser la question. Tu disais que tu es devenue sophrologue à la fin de ton parcours PMA, c'est ça? En fait, au final, je suis tombée enceinte en même temps que j'ai commencé ma formation. Donc j'ai fait les deux en parallèle. Du coup, j'ai mis un petit peu plus de temps que les autres pour faire ma formation parce que comme il fallait gérer aussi un bébé à côté, voilà. Euh, mais en fait, c'était très bien parce que du coup, ça m'a nourri. Les deux, en fait, les deux m'ont nourri d'un côté comme de l'autre. À la fois, la sophrologie a nourri bah, moi, le fait d'être mère, d'avoir aussi un peu des techniques, des clés, etc. pour gérer tout ce qu'une maman doit gérer, notamment en termes émotionnels. Et le fait de devenir mère, etc. a nourri quel sophrologue je voulais être. Quand j'ai commencé la formation, j'avais envie d'être dans l'accompagnement, dans voilà, apporter un mieux-être. Je n'étais pas forcément encore décidée complètement que je voulais me spécialiser en périnatalité. Et entre ce parcours de PMA et ma maternité qui n'a pas été que rose tout le temps, comme pour toutes les femmes, Tout à enfin fait. certaines femmes en tout cas, Mm. je me suis dit, ah, mais en fait, si c'est ça que je veux faire, il manque en fait quelque chose, il manque quelque chose pendant le parcours PMA, il manque aussi quelque chose pendant soit la grossesse, Ouais, soit voilà le postpartum, et vraiment les deux m'ont nourri, quoi. ouais. Tu accompagnes des couples aussi ou pas? Est-ce que je sais, comme dans des parcours aussi particuliers que celui-ci, est-ce que ça peut s'adresser à des couples ou pas? Alors, ça peut, mais en fait, j'en ai pas pour le moment. Ce que je perçois, c'est que quand même, parfois pour les hommes, c'est difficile. Déjà, bah, en général, on a quand même plus de femmes qui vont consulter, que ça soit psychologue, sophrologue, hypno, etc. Et puis, alors, encore plus sur le sujet de l'infertilité, bah, ça touche un peu la virilité, la puissance-impuissance, enfin voilà, les émotions qui sont encore comme parfois les hommes ont été éduqués à pas trop montrer leurs émotions. Enfin, tout ça, c'est encore difficile pour eux d'en parler. Alors même que franchement, il y a des besoins. Ils pourraient, parce que
Tu vois, je te l'ai pas dit, mais en sophrologie, on peut aussi beaucoup accompagner sur la préparation d'événements. Donc, par exemple, moi, les femmes, je peux les préparer aux inséminations, aux FIV, etc. Mais en fait, un homme, des fois, par exemple, le recueil de sperme pour un homme, c'est énormément de pression. Il faut y arriver dans des salles qui, franchement, parfois sont hyper glauques, avec l'écran, avec des films porno ou des magazines. Tout le monde sait pourquoi on rentre dans cette pièce. Bien Voilà. sûr, ouais. La pression du résultat, parce qu'ils se disent il faut que mes spermatozoïdes ils soient de qualité, mobiles, suffisants, etc. Ouais. Et pour certains, c'est hyper difficile. Donc ça, on C'est peut sûr. par exemple le préparer ensemble. Enfin, il y a plein de sujets en fait qui peuvent être travaillés avec un homme. Je sais que certaines confrères quand même en ont, mais c'est vraiment un nombre beaucoup, beaucoup moins important que les femmes. C'est vrai que la parole aussi devrait se libérer à ce niveau-là. C'est évident. Quand tu le dis comme ça, c'est vrai que ça me fait penser aussi à l'impact que ça peut avoir sur leur paternité aussi après. Et c'est vrai que sur comment est né ce petit, la façon et tout. Et c'est vrai que il y a encore beaucoup de chemin à faire avec les hommes aussi sur tout ça, effectivement. Par contre, tu vois, j'ai une cliente, elle vient me voir, pour elle, c'est son sas à elle. Par contre, en couple, ils vont voir un thérapeute de couple. D'accord, Parce ouais. qu'ils ont vu au bout d'un moment que ça commençait à avoir des conséquences sur leur couple. Mm. Et ils se sont dit, bah voilà, on veut pas que parce qu'on veut un enfant, ça abîme notre couple. Et donc, ils travaillent ensemble. Et je vois que ça les aide vraiment. Et c'est vraiment une belle plus-value. Pour toi, dans ta maternité, pour le coup, est-ce qu'il y a des moments clés ou des moments phares qui t'ont particulièrement marqué, que ça soit pendant la grossesse, l'accouchement ou en postpartum? Alors moi, tu vois, j'ai eu un parcours hyper médicalisé pour tomber enceinte, alors que même je suis plutôt quelqu'un proche de la nature, qui aime pas les médicaments. Et du coup, c'est probablement pour ça, j'ai préparé un accouchement physiologique. Un peu au dernier moment, parce qu'au début, je pense que les 3 premiers mois, j'étais un peu là, bon, moi j'attends 3 mois, je veux être sûre que je suis enceinte, donc j'étais pas du tout là-dedans. Puis quand l'échographie l'échographie du premier trimestre est passée, je me suis dit, au début, je me suis dit, je vais aller dans le centre où j'ai fait la PMA, puis en fait, ah non, en fait, c'est pas du tout ça que je veux. Et donc, j'ai complètement changé, entre guillemets, rétro-pédalé. Et c'était hyper important pour moi de faire cet accouchement qui soit plus naturel, un peu, voilà, en balance avec, ok, je suis tombée enceinte d'une manière très médicalisée et pas naturelle, mais au moins, je reprends, entre guillemets, un peu le pouvoir sur cet accouchement. Et du coup, j'ai accouché physiologiquement. Et donc, ça m'a marqué parce que c'était hyper chouette, Ouais. moi je me suis sentie hyper puissante, hyper fière de l'avoir fait. Aujourd'hui, j'accompagne des femmes pour des accouchements physio et je trouve ça génial. Et peu après, peu importe que ça marche pas, c'est comme on se disait, c'est redevenir actrice, comprendre ce qui se passe, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment ce côté-là qui m'a marquée. Le début du postpartum n'a pas été évident. Justement parce que je pense que j'avais ce côté, j'osais pas trop demander l'aide alors que j'avais des difficultés, en me disant j'ai de la chance, ça va aller, je suis censée être capable. La mise en route de l'allaitement a été compliquée et pareil, pour moi l'allaitement c'était hyper important. Donc même si j'avais des douleurs, si c'était compliqué, je voulais absolument que ça marche. Bon, au final, j'ai allaité 20 mois, donc Ouais, voilà, super. c'était dur, mais ça s'est bien Oui, passé. oui. Et je pense que c'est marrant parce que je me souviens que avant de tomber enceinte, je disais à certaines de mes amies, je veux pas être cette mère qui pense que par son bébé, qui parle que de son bébé, etc. Et en fait, au début, je l'ai complètement été. Parce que cette petite fille, je l'avais tellement attendue, elle était tellement, Instinctif. voilà, c'est ça. Donc pendant, je dirais bien, les 18 premiers mois, très, entre guillemets, fusionnels, ce qui a surpris certains de mes amis, c'était pas du tout ce qu'elles disaient. Et à l'inverse, à partir de 18 mois, j'ai eu le besoin de redevenir, entre guillemets, moi-même. Et de reprendre un petit peu de distance mais ça fait aussi partie aujourd'hui, je connais tout ça, de la matrescence, de Exactement. toute cette identité qui change et on sait plus qui on est. En plus, tu sais, moi, donc, j'avais cette matrescence et en parallèle, je faisais cette formation de sophrologue où tu travailles énormément sur toi. Parce qu'en fait, mon identité, mais je savais plus qui j'étais. J'imagine, ouais. Et je pense que, tu vois, aujourd'hui, ma fille aura 3 ans en juillet. Ouais. Je commence tout juste depuis quelques mois à vraiment savoir à peu près qui je suis et de sortir en fait de tout ce chaos des dernières années.
C'est très intéressant, effectivement, c'est très long, enfin, suivant encore une fois chacune d'entre Mm. nous. Mais c'est très intéressant de le dire que voilà, ça prend du temps et il faut s'accorder Ouais. aussi ce temps-là, se le donner, quoi. C'est c'est hyper important. Euh, Est-ce que tu aurais un message à faire passer justement à toutes ces femmes qui nous écoutent et qui traversent la même expérience que tu as eue et que celles qu'ont toutes les femmes qui viennent te voir en séance de sophrologie? Oui, bien sûr. Déjà leur dire qu'elles sont pas seules. Parce que quand on n'en parle pas, on a l'impression que ça arrive qu'à nous, mais qu'en fait, une fois qu'on en parle autour de nous, on se rend compte que les chiffres ne mentent pas et qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on croit qui sont touchées, que c'est pas leur faute, que peu importe les raisons, voilà, c'est pas leur faute, c'est pas dans leur tête, c'est pas parce qu'elles sont stressées ou peu importe, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Que si elles sont seules, il faut pas qu'elles hésitent à trouver des espaces pour parler. Donc après, en fonction d'elles, ça peut être des proches en qui elles ont confiance. Il y a des très bonnes associations comme le collectif BAMP, B-A-M-P, avec des groupes de parole, etc., des choses comme ça. Des groupes Facebook aussi qui sont montés avec c'est souvent quand même des femmes qui sont en parcours et avec qui on peut échanger. Des thérapeutes, en tout cas. Moi, j'ai vraiment, et je le vois autour de moi aussi, j'ai vraiment vu une différence au moment où j'ai pu commencer à en parler. Ça m'a tellement soulagée de pouvoir en parler. J'ai eu la chance d'avoir une amie qui traversait la même chose. Donc, on a pu vraiment en parler, se comprendre, rire des situations. Voilà, parfois rigoler parce que oui, on est en train de se faire une piqûre dans la voiture avant d'aller à une soirée ou dans les toilettes de la soirée. Et ça, c'est des choses que les gens Non, n'ont pas forcément soupçonne conscience. pas. Donc, avoir des gens, voilà, avec qui on peut tout dire. Lâcher, quoi. C'est ça. Aussi se dire que c'est un marathon et pas un sprint. Donc, il faut vraiment prendre soin de soi déjà, parce que ça peut durer longtemps. Qu'il va y avoir voilà, plein de choses à gérer et que c'est important de, si enfin ça arrive et qu'on a une grossesse, de ne pas arriver complètement fatigué pendant cette grossesse. Donc voilà, prendre soin de soi de la manière qu'elle a bonne pour elle, chacun a la manière qui lui convient, prendre soin de son couple. La PMA, ça peut éloigner, ça peut aussi rapprocher. Voilà, moi, ça m'a plutôt rapproché de mon conjoint, mais aussi parce que je pense qu'on a communiqué, qu'on a réussi voilà, à faire ce qu'il fallait. Mais en tout cas, voilà, prendre soin, c'est important. S'autoriser des vacances, à s'autoriser aussi à ne pas vivre que pour la PMA, même si parfois c'est difficile parce qu'on a envie que ça marche. Et puis, et ça c'est important parce que je le vois vraiment au cabinet, se dire que si vous arrivez à tomber enceinte et que vous n'êtes pas hyper pleine de joie au début, en fait c'est normal. Okay. C'est ok. Ouais. Parce que parfois, elle culpabilise de se dire, mais en fait, ça fait 2, 3, j'en sais rien, des mois que j'attends ça, et là, ça y est, et je devrais être super heureuse et je le suis pas. Et en fait, après un tel parcours de l'inquiétude, où parfois on s'est beaucoup informé, donc on sait tous les risques d'arrêt de grossesse, etc. Bon, déjà, soit on réalise pas, soit on a peur de se projeter. Et donc voilà, le premier trimestre peut encore être un peu compliqué à vivre, voire parfois toute la grossesse. Et c'est normal, c'est pas grave. Il faut peut-être se faire accompagner, il faut peut-être pouvoir en parler, quoi. Ouais. J'avais une question avant de te laisser terminer. Est-ce que toi, dans tout ton parcours que tu as décrit, comment tu as senti notamment parler de cet entourage qui peut être toxique ou nocif par moment? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a impacté ou pas du tout? Tu t'es senti entourée ou tu as aussi été impactée, comme tu le décrivais tout à l'heure, par ces remarques, ces commentaires qu'on a pu te faire au cours de ton parcours PMA? J'ai eu les deux. Au début, comme beaucoup de couples, on ne parlait pas du fait qu'on voulait faire un enfant en se disant, vu que ça va marcher, on n'a pas envie d'être observé. Quand ça a commencé à prendre vraiment du temps, moi j'ai senti que j'avais besoin d'en parler et que juste en parler avec mon conjoint, c'était plus suffisant. Donc j'ai commencé à en parler à certaines amies. Et là, j'ai pu avoir des commentaires blessants. Hein. Il y en a, je pense qu'il y en a certains qui sont encore gravés dans ma tête. Et c'est aussi ça qui m'a destiné à moi aller me faire accompagner par des professionnels pour pouvoir parler librement, avoir quelqu'un qui m'écoute,
mais enfin, quelqu'un qui est professionnel de l'écoute et qui donc sait dire et pas dire certaines choses. Euh, et c'est ça, et c'est vraiment ce moment-là qui m'a aidée. L'écriture aussi, j'ai beaucoup écrit à ces moments-là. J'ai beaucoup écrit pour faire sortir. Et ça m'a énormément, énormément aidée. Euh, et puis il y a aussi des moments où on n'a pas envie de parler. Alors ça, c'est aussi compliqué pour les proches parce qu'il y a des moments où on a besoin de parler, on a besoin d'être entouré. Puis des moments où on en a marre de parler. Donc c'est vrai que pour eux, c'est difficile de savoir sur quel pied danser, hein, je le sais, parce que ils ont envie de prendre de nos nouvelles, mais ils veulent pas non plus nous saouler avec le sujet. Et dans ces cas-là, je me suis plus tournée vers des choses qui me faisaient du bien. Donc pour moi, c'était le yoga, Ouais, faire de la randonnée avec mon mec où on partait énormément dans la nature, etc. Donc toutes ces ouais, choses, en fait, me recentrer vraiment sur moi et ouais, mes besoins, quoi. c'est ça. Est-ce que tu aurais quelque chose, un sujet dont on n'aurait pas parlé ou d'autres, plusieurs sujets, peu importe, quelque chose qu'on aurait oublié d'évoquer? Non, on a pas. Le sujet est très vaste, donc il y a plein de choses qu'on n'a C'est pas ça, évoquées. On bien n'a pas sûr. évoqué le parcours à l'étranger, parce qu'il peut y avoir aussi Oui, des c'est fois des vrai. parcours qui se Ouais, tournent voilà, vers l'étranger. Il y a des millions de façons d'être en PMA. Tu vois, moi, je t'ai plus parlé de la mienne, mais en fait, dans mes clientes, voilà, il y a des tonnes de façons d'être en PMA, mais après, ça appartient à chacun. Et finalement, les choses qu'on vit sont plus ou moins les mêmes et s'en rapprochent en tout cas. en tout cas, oui, par rapport à ces montagnes russes que tu as décrites, je pense effectivement que là-dessus, c'est vraiment le fil rouge et le point commun de toutes et de tous ces couples, effectivement. Et le sujet doit être extrêmement vaste pour rentrer en détail dans chacun de domaines, en tout cas dans chaque domaine différent, effectivement, Mhm. puisque la PME à l'étranger, c'en est un qui doit être très intéressant Oui. aussi et qui doit être aussi particulier à vivre. Oui, c'est ça. Tu vois, souvent, en fait, il y a sur le don d'ovocytes, en fait, on a des manques en fait sur le don d'ovocytes en France. C'est aussi pour ça, par exemple, que les couples se tournent énormément à l'étranger, donc aux couples hétéros, aux couples homosexuels, parce qu'en France, pour arriver à avoir un don, c'est des années, et des années, et des années d'attente. Et malheureusement, à l'étranger, comme c'est fait différemment, c'est beaucoup plus rapide, donc on est obligé d'aller se tourner vers l'étranger. Et là, en termes de complexité, c'est aussi encore, on va dire, entre guillemets, un autre niveau, avec des voyages, un coût aussi, etc. Donc c'est vrai que ça, on l'a pas abordé, mais c'est, voilà, ça reste des montagnes russes émotionnelles, ça reste tout ce dont on a parlé, c'est aussi, Et un parcours complexe dans tous les cas pour arriver c'est ça. à avoir ce bébé. Tout à fait. Mais écoute, en tout cas, Émilie, merci beaucoup pour ton témoignage et ton parcours aussi et d'avoir porté la voix, j'ai envie de dire, de toutes ces mamans et ces couples aussi qui traversent cette aventure extrêmement riche émotionnellement et qui, je l'espère en tout cas, trouveront un petit peu de réconfort dans tes mots et se tourneront vers des personnes qui pourront les accompagner de manière bienveillante et empathique pour accueillir au mieux toutes ces émotions. Merci beaucoup, Émilie. Et puis, je relayerai de toute façon tout ça et ton compte aussi lors de la diffusion de l'épisode. Ouais. Merci Marion, parce que tu vois, pendant que j'étais en parcours, je me suis toujours promis qu'un jour je témoignerais. Donc je l'avais fait déjà une fois à l'écrit quand j'étais encore dedans sur un blog, voilà, dans le domaine. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur pour que peut-être certaines femmes se disent, bah voilà, je suis pas seule. Et ce que je vis, c'est normal. Peut-être qu'il y a des solutions pour que ça soit un peu moins difficile. Donc vraiment, même si on en parle un peu plus qu'avant, c'est hyper important pour moi qu'on libère la parole sur le sujet. Donc merci infiniment de m'avoir permis de le faire aujourd'hui. Merci, Émilie. C'est l'essence de mon podcast. À très bientôt. À bientôt. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. La première saison de Mama le podcast se termine avec 7 épisodes. Je vous retrouve en octobre pour un nouvel épisode pour la saison 2, avec un nouveau nom
une nouvelle identité visuelle et une nouvelle version de Mama le podcast, toujours animée par cette mission qui est de créer sa propre maternité. Mais en attendant de retrouver la saison 2, Mama, n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer. Bele mama, yeah. Bele mama, yeah. Bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele